Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de l'actualité mondiale sur Afrique Média. Des pluies torrentielles ont provoqué dans la nuit de jeudi à vendredi des inondations dans le golfe de Saint-Tropez en France. Dans les rues du Lavandou, l'eau est montée jusqu'à 50 cm. Les pompiers du Var sont intervenus plus d'une centaine de fois et aucun dégât grave n'a été signalé. Des plaines inondées, des rivières qui débordent. Ce matin, le golfe de Saint-Tropez s'est réveillé une nouvelle fois les pieds dans l'eau. Ce quartier de Grimaud a été totalement submergé. Beaucoup de voitures ont été noyées. Cette brusque montée des eaux a surpris les habitants. Il a plu toute la nuit et comme chaque année, l'eau elle monte d'un coup. Donc voilà quoi. Cette année on a le droit au canot cette année. C'est quand même impressionnant. Comme vous voyez le niveau de l'eau là, c'est... Déjà l'année dernière on a perdu les voitures. Là maintenant peut-être les mobil-hommes aussi. Et ça recommence les ans. Alors... Toute la matinée, les pompiers ont patrouillé avec leurs bateaux dans ces zones devenues inaccessibles pour mettre en sécurité les personnes piégées par ces inondations. On est coincé dans l'eau, voilà, on a de l'eau jusqu'au genou, les voitures sont inondées et les pompiers sont venus me récupérer, voilà. On a été dans un premier temps sollicité pour sortir les naufragés de la route. Il y en a eu à peu près une dizaine, une quinzaine dans la nuit. Les gens ont été mis en sécurité, pas de dégâts humains. Par endroits, l'hélicoptère était le seul moyen pour venir en aide aux habitants. 11 personnes ont été élitroyées ce matin. Pas de victimes ni de blessés pour l'instant, mais cette fois encore, les dégâts seront constatés. 906 morts, voilà le bilan actuel du puissant typhon qui a frappé les Philippines le 4 décembre dernier, faisant en plus près de 2700 blessés et 932 disparus. Plusieurs centaines de milliers de personnes restent dans des refuges et dans des bâtiments publics pour la plupart. Écoutez donc les témoignages des rescapés du typhon le plus meurtrier des Philippines. Il y a quelques jours, Rod, Bobby et Dante n'auraient jamais cru pouvoir être là et regarder l'océan. Ils expliquent que c'est un miracle qu'ils aient survécu 9 jours en mer après le passage du typhon Bopha alors qu'ils pêchaient dans les eaux de l'océan Pacifique. Le vent était si violent que je sentais la peau de mon visage s'étirer. Et si vous leviez votre main juste comme ça, vous auriez été emporté. C'est exactement ce qui leur est arrivé à 15 autres membres de l'équipage également. 6 heures après le passage du typhon, on retrouvait Bobby et Dante agrippés à ce qu'ils pouvaient. Bobby s'est d'ailleurs blessé la main de cette façon. J'avais faim, soif et tellement mal, mais la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était ma survie. Lorsque j'ai pu attraper une barre, j'ai su que j'avais de la chance. Un autre pêcheur de thon les a retrouvés, Bobby, Dante et lui, à peine en vie. Malheureusement, beaucoup n'ont pas eu cette chance. Plus de 300 pêcheurs de la région n'ont toujours pas été retrouvés et ces chiffres augmentent de jour en jour. Le gouvernement a annoncé qu'il poursuivrait les recherches, mais à ce stade, les chances de retrouver les survivants sont infimes. Toutefois, les familles des pêcheurs ne renoncent pas. Alors que j'interviewais ces femmes, un message annonçant que 296 pêcheurs philippins avaient été secourus sur l'île de Palau nous est parvenu. Nous nous sommes donc dirigés vers le centre des opérations de recherche et de secours afin d'avoir une confirmation de l'information. Mais le maire de la ville, Darlene Custodio, est venu annoncer une mauvaise nouvelle. Il n'y avait aucun pêcheur philippin à Palau. Un revers de plus, mais ces femmes m'ont affirmé qu'elles reviendraient avec l'espoir que leur mari revienne un jour. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, se dit prêt à combattre, estimant ne pas être contraint de se démettre. C'est après avoir été inculpé dans une affaire frauduleuse et à 5 semaines seulement des élections législatives en Israël. Pour l'instant, il ne veut pas démissionner, mais il avoue qu'il lui faudra certainement prendre en compte des considérations politiques, autrement dit y réfléchir. Il faut dire qu'à plus d'un mois d'élections législatives en Israël, l'inculpation d'Avigdor Lieberman pourrait s'avérer très ennuyeuse pour le cabinet Netanyahou, grand favori du scrutin du 22 janvier. Il a été décidé de l'inculper pour fraude et abus de confiance sur l'affaire liée à l'ambassadeur. L'acte d'accusation prendra 30 jours puisque Lieberman est protégé par une immunité parlementaire. Avigdor Lieberman aurait en fait facilité la promotion de l'ex-ambassadeur d'Israël au Bélarus.
le diplomate ayant fourni à son ministre de tutelle des informations sur une enquête menée contre Lieberman dans ce pays, à la demande de la justice israélienne. L'opposition de gauche et du centre réclame sa démission. Le Premier ministre israélien Netanyahou lui demande plutôt de prouver son innocence. Et ce sera la deuxième fois, puisqu'une autre affaire contre Lieberman, beaucoup plus explosive celle-ci, a été classée faute de preuves. L'actuel ministre des Affaires étrangères y était soupçonné de blanchiment d'argent pour ses campagnes électorales entre 2001 et 2008. Les faits concernaient plusieurs millions de dollars. Sa démission serait un véritable séisme sur la scène politique israélienne et peut-être un échec électoral pour Benjamin Netanyahou. Élection de la Chambre basse au Japon, les Japonais sont attendus dimanche aux urnes. Yoshiko Noda a multiplié les meetings éclairs à Tokyo à 3 jours de l'élection des 480 députés, marathon qui s'avère tardif. Le choix est judicieux. Dimanche, les électeurs japonais auront leur première chance en plus de 3 années de choisir leurs représentants à la Chambre basse. Mais trop de choix n'est pas bon. Un record de 1504 candidats pour 480 sièges. Et 12 partis, un record au sein du système actuel. Un mélange de sièges simples et de représentation à la proportionnelle. La domination d'un parti que nous avions l'habitude d'avoir est terminée et nous sommes entrés dans une longue période de transition, mais rien n'est clair quant à la substance exacte de cette transition. Le Parti de la Restauration du Japon est véritablement une version élargie du Parti de la Restauration d'Osaka, à l'exception qu'il n'est pas mené par son fondateur, le maire d'Osaka, mais il est mené par le gouverneur de Tokyo qui a quitté pour former le Parti du lever du soleil avant de fusionner avec le Parti de la Restauration 3 jours plus tard. Et le Parti de demain est une combinaison du Parti du futur, de la vie du peuple en premier et du Parti pour éviter les réductions d'impôts et la dénucléarisation nationale et pour s'opposer au pacte de libre-échange transpacifique qui probablement n'aurait pas trouvé ses électeurs. La confusion est telle qu'il est probable que la véritable course aura lieu entre le PDJ qui mène le pays depuis déjà 3 années et le PLD qui était au pouvoir pendant 50 ans avant cela. En 2009, les démocrates ont gagné parce qu'il n'était pas le PLD et en 2012, le PLD l'emportera parce que ce n'est pas le PDJ. Le chef de file du PLD, Shinzo Abe, est favorable à une inflation agressive ciblée pour faire revivre l'économie et à une politique étrangère également agressive. Il souhaite tourner les forces d'autodéfense en une armée, enlever des admissions gouvernementales concernant les crimes de guerre. Cependant, le plus grand groupe de lobbying du pays, le Kendagen, s'inquiète que cela pourrait plus tard susciter la colère du principal partenaire commercial du Japon. Il n'y a aucun doute que le Keidangen et d'autres partis mettent une pression accrue sur le PLD en vue de ne pas aggraver la relation avec la Chine. Mais il y croit fortement. C'est un personnage de l'aile droite plutôt modéré dans sa relation avec la Chine. Les ministres européens des Finances sont parvenus jeudi à l'aube à un accord unanime sur la supervision unique des banques de la zone euro. C'est au terme d'un marathon de 14 heures de discussion à Bruxelles. Les 27 pays ont finalement trouvé un compromis sur les points qui bloquaient depuis plusieurs mois. Le Premier ministre grec ne parvenait pas à cacher sa joie après avoir appris à son arrivée au sommet des dirigeants de l'UE que son pays allait finalement recevoir sa dernière tranche d'aide. C'est une grande victoire pour la Grèce, c'est une grande victoire pour l'Europe et c'est un grand défi pour chacun à partir de maintenant. La Grèce va recevoir plus de 49 milliards d'euros d'ici au mois de mars, dont une grande partie dans les jours qui viennent. Un versement immédiat de 34,3 milliards d'euros va être effectué en décembre de cette année. Ce n'était pas la seule avancée de jeudi. Un accord a en effet été atteint sur la création d'un organisme de supervision bancaire. La Banque centrale européenne supervisera cet organisme, qui supervisera à son tour plusieurs centaines des plus grandes banques de la zone euro, et non pas 6 000 comme la France et la Commission européenne le souhaitaient initialement. Même si c'est la position allemande qui a en grande partie été reprise, la France était heureuse de qualifier l'accord de grand compromis, et le président de la Commission européenne était plus qu'heureux de moucher les sceptiques. Certaines personnes disaient que ça ne volerait jamais. Ça vole, c'est arrivé. Ce qui a commencé comme une crise de la dette publique est devenu une crise du secteur de la finance et ces nouvelles règles sont vues comme le moyen de renverser la situation dans la zone euro.
Nous nous sommes accordés sur la feuille de route pour le développement futur de la monnaie unique et nous avons parlé de différents aspects importants. Il était particulièrement important de définir quand est-ce que nous ferons quoi. Pendant quelques jours, nous avons su stabiliser la zone euro. D'un côté, nous avons le paiement des tranches de subventions d'aide à la Grèce. Ce qui est notable aujourd'hui, c'est que le Premier ministre grec a expliqué qu'il pourrait enfin se concentrer sur la croissance de son pays et entreprendre les dernières actions nécessaires, comme la réforme de l'imposition, par exemple. Dès lors que nous réglons les questions qui sont à l'origine de la crise, les banques, que nous avons également traité les déséquilibres budgétaires à travers le pacte budgétaire, et que nous avons également déterminé un pacte de croissance, tout en permettant plus de stabilité avec le mécanisme européen et l'intervention de la Banque centrale. Je répète ce que j'ai déjà dit, moi je considère que les conditions d'une sortie de crise de la zone euro sont désormais réunies. Et qu'à partir de là, nous avons à construire la sortie de la crise économique elle-même. Place à présent à ce prompt soutien à Mario Monti. Les dirigeants d'Europe réunis à Bruxelles ont multiplié les manifestations de soutien au président du Conseil italien, Mario Monti, aux prises avec Silvio Berlusconi. Le chef du gouvernement italien a annoncé cette semaine sa décision de démissionner une fois le budget 2013 adopté et sans doute avant Noël. Ils veulent tous s'afficher avec Mario Monti. Depuis qu'il a annoncé sa future démission, le Premier ministre italien est encensé par tous les dirigeants européens, quel que soit leur parti. Il est un homme qui a permis à l'Italie de se redresser, qui a joué un rôle déterminant dans le sommet européen du mois de juin, qui fait que l'Italie aujourd'hui est considérée et respectée. Il faut dire qu'hier, qui est venu à Bruxelles? Silvio Berlusconi. Il a participé à la réunion du Parti populaire européen. Et qui le PPE avait invité? Mario Monti, alors qu'il n'appartient même pas à ce parti. Et qui le PPE a soutenu? Mario Monti. Le président du PPE a conclu la réunion en soulignant le grand soutien du parti au gouvernement italien. Et il a eu des mots très agréables à propos de mon rôle en tant que dirigeant de ce gouvernement. Une claque pour le Cavaliere qui n'en perd pas son légendaire sourire. On trouve un autre candidat comme l'actuel président du Conseil italien, M. Monti, qui sera disponible et qui pourra mettre ensemble tous les modérés italiens. Je serai content de n'être pas candidat à mon âge vénérable. C'est clair, autour de la table, il serait content aussi que ce soit l'expert Monti qui reste. Et même si Silvio Berlusconi a fait marche arrière, certains redoutent qu'il ne change d'avis. Avec lui, ce qui est vrai un jour ne l'est pas forcément le lendemain. Et oui, un pas en avant, un pas en arrière, c'est un jeu que Silvio Berlusconi semble bien connaître. Tension sur le site de Fessenheim en France. Le dialogue entre Francis Rol-Tanguy, les syndicats et les élus locaux de Fessenheim n'a pas finalement eu lieu et il est remis à plus tard. Le délégué interministériel a reçu ce matin un accueil glacial et n'a pas pu accéder en fait au site. À son arrivée, l'accueil est glacial. Ce matin, première visite de Francis Rol-Tanguy à Fessenheim et premier revers. Le nouveau délégué interministériel chargé de la fermeture de la centrale nucléaire était là pour engager le dialogue. Il doit faire face à 150 salariés excédés qui bloquent l'entrée du site. Je comprends très bien votre réaction, que les choses soient claires. Et en même temps, je pense qu'il y a un lieu de dialogue et qu'il faudra qu'on le construise ensemble. Pas aujourd'hui. Monsieur, mais pas aujourd'hui, je l'ai entendu. Le haut fonctionnaire est pris à partie. Pour les salariés, rien ne justifie la fermeture du site. Sur quels critères techniques et ou administratifs demandez-vous la fermeture de Fessenheim? Non. Mais le dialogue tourne court. Après 15 minutes à peine, Francis Rol-Tanguy doit repartir. Il n'a rien à faire sur le site de Fessenheim et pour l'instant on n'a pas parlé avec lui, en tout cas pas dans les conditions d'une liquidation de Fessenheim. J'aurais préféré que le dialogue s'engage dès aujourd'hui, mais il s'engagera en janvier, voilà.
La fermeture de Fessenheim, une promesse de campagne de François Hollande. Sa mise à l'arrêt doit intervenir d'ici 2016. La famille d'un otage français au Sahel s'adresse aux parlementaires français. La famille de Daniel Laribe, un des 4 otages français enlevés au Niger en septembre 2010, a décidé d'inonder les parlementaires et les ministres de lettres, dénonçant leur situation insupportable, comme les familles d'autres otages, et réclament la libération des leurs. 3 Noëls dans le désert, c'est trop, c'est insupportable. Cette phrase, Marion Laribe, la fille de l'otage français Daniel Laribe, souhaite que ses amis, ses proches l'inscrivent à la main en tête de ce courrier. Une lettre dont elle souhaite inonder, dit-elle, les députés et les sénateurs. La jeune femme y demande que tout soit mis en œuvre pour que les otages rentrent chez eux rapidement. Un nouvel appel, moins d'une semaine après celui de Clément Legrand, le frère de Pierre Legrand, l'un des otages enlevés avec Daniel Laribe en septembre 2010. Dans cette vidéo adressée au site internet Sahara Média, le jeune homme s'adressait aux ravisseurs, une initiative à laquelle Françoise Laribe, l'épouse de Daniel, elle-même otage pendant 5 mois au Niger, s'était formellement opposée. Aujourd'hui, si les familles sortent de leurs réserves, c'est pour dénoncer, explique-t-elle, l'absence de nouvelles significatives. Dimanche dernier, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, affirmait que les autorités françaises agissaient dans la discrétion et qu'elles avaient des preuves de vie des 4 otages français enlevés par AQMI. Mariage pour tous en France. Dominique Dovis, le défenseur des droits, a pointé du doigt de nombreuses incertitudes juridiques préjudiciables à tous les enfants. Les questions se sont bousculées lors de son audition jeudi à la commission des lois. Dominique Baudis le reconnaît. Oui, le projet de loi du mariage pour tous met fin à des situations discriminantes. Mais le défenseur des droits est inquiet, car selon lui, ce texte est trop ambigu, il laisse trop de questions en suspens. Le gouvernement aurait pu soumettre une loi plus approfondie en prenant soin de rédiger chacun des articles de chaque code concerné, de façon à régler clairement chacune des situations multiples dans lesquelles ces enfants vont se retrouver. Exemple, les livrets de famille seront-ils les mêmes pour tous les enfants? Quelle place pour le parent biologique? Autre problème selon lui, les enfants pouvant être adoptés étant rares, de plus en plus de couples auront recours à des méthodes de procréation interdites en France, mais accessibles à l'étranger, et cela pose la question de leur situation juridique. Mais pour les défenseurs de la loi, Dominique Baudis ne peut pas se contenter de soulever des questions. Dominique Baudis ferait bien de réfléchir aux amendements qui pourraient être déposés lors du débat parlementaire pour améliorer le texte. Et c'est justement la mission de la commission des lois. Elle peut intégrer des amendements au projet de loi jusqu'à l'ouverture du débat au Parlement le 29 janvier prochain. La fin du monde serait très proche. Sur le calendrier Maya prédit que le monde s'arrêtera de tourner dans 7 jours. La NASA, elle, n'y croit pas et a élaboré un documentaire pour assurer ceux qui craignent cette fin du monde et par la même occasion galvaniser davantage les sceptiques. Si vous regardez cette vidéo, cela veut dire une chose. Le monde ne s'est pas arrêté hier. Hier, car initialement le documentaire devait être diffusé le 22 décembre, mais il a été divulgué le 13 décembre. On ne sait pas trop pourquoi. De toute façon, si les scientifiques se trompent et que le 21 nous disparaissons tous, personne le 22 n'ira se plaindre à la NASA. Plus sérieusement, les experts sont formels. L'idée d'une fin du monde en 2012 vient d'une mauvaise interprétation du calendrier Maya. Le calendrier Maya ressemble au compteur kilométrique d'une voiture. Au fur et à mesure, les chiffres défilent et se remettent à zéro. Le calendrier se répète donc, cette répétition, c'est l'élément clé du phénomène décembre 2012. Radiation solaire, impact géant d'une planète fantôme, perturbation majeure du champ magnétique de la Terre, tout ça ne serait que baliverne. Un documentaire que Li Yuquan n'a sûrement pas vu. Sur ces terres reculées, cet agriculteur chinois a décidé de construire des boules de survie capables de résister à tout. 2012, ce n'est peut-être pas la fin du monde, mais vous pouvez être sûr qu'il y aura encore des catastrophes dans le futur, par exemple des tsunamis, des naufrages ou des tremblements de terre. Des accidents, eh bien ça arrive chaque année. L'agriculteur vend ses boules, pesant tout de même 4 tonnes et baptisé Arche de Noé, pour $300. Il espère en produire à la chaîne, car dit-il, il faut être prêt.
Et pour terminer, ça nous est peut-être très utile, mais ça pollue également l'environnement lorsqu'elles sont jetées par tout hasard après usage. Nous parlons là des lingettes usées qui rendent très souvent pénibles les opérations d'évacuation des WC. Voyons ça ensemble. Opération débouchage dans les égouts autour de Namur, des travaux de plus en plus fréquents à cause de ce geste-là. Des lingettes jetées dans les cuvettes. Tout ce que j'étais en main, en fait, c'est des lingettes que les gens tapent dans les WC et tout ça, qu'on est obligé de venir nettoyer. 2 jours semaine, ils ne font que des curages pour l'ensemble de ces vortex. On en a 50 sur le réseau de Namur. Et de vortex en vortex, c'est toujours le même constat. Ici, il y avait plus de lingettes encore. Et il y avait des feuilles dedans, des bois et tout ça, ce qui tombe dans les avaloirs en fait. Ça fait une ventouse, on va dire comme ça, et ça vient se colmater contre la grille. À la station d'épuration de Bruxelles-Nord, on est confronté au même problème. Pour le traitement des eaux usées, les lingettes sont devenues un véritable fléau. Ça se déchiquette et ça se retrouve un petit peu partout et ça vient bloquer les mécanismes, les vis, les pompes et les choses comme ça. Car les lingettes ne se décomposent quasiment pas dans l'eau. La pratique prouve que ces lingettes étant constituées de fibres textiles, elles restent dans les eaux et c'est la forme des bouchons, si vous voulez, des bouchons qui s'accumulent, qui s'agglomèrent et ces grosses boules viennent ensuite boucher les canalisations des pompes qui reprennent les eaux usées. Les lingettes, les serviettes hygiéniques, tous ces objets fibreux ont plus leur place effectivement dans la poubelle parce qu'on va pouvoir les évacuer directement vers les valorisations de déchets. Qui plus est, ce geste gratuit en apparence a aussi un impact sur votre facture d'eau. On paye pour le traitement de nos eaux usées, c'est ce qu'on appelle le coût vérité qui est répercuté dans notre facture d'eau potable. Donc plus on a des déchets ou des pollutions qui nous arrivent dans le réseau, plus le coût d'exploitation de nos stations d'épuration et des réseaux va être élevé et donc plus votre facture en tant que consommateur va être élevée. Alors de 2 choses l'une, les lingettes soit on s'en passe, soit on les jette à la poubelle. Et voilà qui met en thème à la dernière édition de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. C'était notre site Afrique-Media. Vous pourrez en même temps consulter notre site internet www.afriquemedia.tv. D'ici là, bon week-end à tous et à lundi prochain.